Bonjour, je suis Isabelle Petit, psychothérapeute d'orientation psychanalytique. Aujourd'hui, nous parlerons du haut potentiel intellectuel. En effet, peuvent avoir une représentation faussée sur la question. Aussi, comment définit-on un haut potentiel intellectuel? Quelles sont ses caractéristiques? Comment calmer un cerveau trop efficient? Ce seront les questions abordées lors de ce podcast. C'est parti! Tout d'abord, comment peut-on définir l'intelligence? Baudelaire l'illustre ainsi dans un de ses poèmes. Mon esprit, tu te meus avec agilité. Et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde avec une indicible et mâle volupté. Je vous l'accorde, le terme mal est un petit peu abusif. Donc, l'intelligence se définit comme la capacité à résoudre un problème ou l'adaptation à un environnement par la connaissance. C'est une capacité à percevoir, comprendre, analyser, mémoriser et apprendre. Ceci grâce à certains processus qui sont les fonctions cognitives et les fonctions exécutives. L'intelligence correspond donc à un fonctionnement cognitif adéquat. La personne qui présente une haute efficience intellectuelle a une intelligence atypique avec des forces et des faiblesses dans son raisonnement, celles-ci variant selon les individus. Les fonctions intellectuelles sont un ensemble d'aptitudes comme la compréhension verbale, le raisonnement non verbal, certains aspects de la mémoire de travail, la vitesse de traitement de l'information et la rapidité d'exécution des tâches. Le haut potentiel intellectuel est mesuré grâce à un test de QI permettant d'évaluer l'efficience de ces fonctions. Cependant, ce test échoue à mesurer l'intelligence dans sa globalité. Une personne ayant un QI de plus de 130 est considérée comme possédant un haut potentiel intellectuel. Cela dit, ce test ne mesure pas d'autres aspects de l'intelligence comme la personnalité, l'endurance, la motivation et la gestion des émotions. Aspects qui permettent de mener des projets à bien. Par ailleurs, certaines personnes, lors de la passation des tests, ont des disparités dans les scores, très hauts dans certains domaines et moins élevés dans d'autres. Malgré un score moins élevé, ils présentent les mêmes forces et fragilités que les personnes qualifiées d'HPI. Certains auteurs les nomment les phylocognitifs complexes. Tout ceci signifie qu'une personne cataloguée au potentiel intellectuel n'est pas plus intelligente, mais plus efficace au niveau des fonctions cognitives, avec des forces et des faiblesses. Les caractéristiques des personnes très efficientes intellectuellement sont une grande puissance de traitement de l'information, un surinvestissement cérébral et des connexions interhémisphériques de meilleure qualité, une meilleure plasticité cérébrale, une pensée plus souple et efficace, une hyperactivité mentale, mais également motrice. Cependant, le sujet peut se montrer d'autant plus attentif qu'il est motivé, qu'il peut trouver du sens et que cela génère du plaisir. Cela dit, une grande sensibilité à l'ennui fait que le sujet peut vite s'emballer et aussi vite passer à autre chose. De même, la mémoire est influencée par sa capacité attentionnelle. Les mémoires visuelles et sensitives sont plus efficaces que la mémoire auditive. La mémoire de travail peut être rapidement saturée face à l'abondance des informations traitées. N'oublions pas cependant que le raisonnement est fortement conditionné par la psyché. Le sujet hautement efficient intellectuellement est perfectionniste, curieux avec un sens du détail accru. Il perçoit les incohérences et a une pensée en constellation qui facilite les liens. Cependant, pointilleux, il peut tout remettre en cause pour un simple détail. De même, s'il ne se sent pas à la hauteur des attentes, il peut se sentir coupable et ne laisse rien passer. Cela dit, c'est une personnalité riche et créative, avec une curiosité insatiable, toujours en éveil. Le sujet est attiré par la nouveauté, permettant enrichissement, découverte et de nouveaux apprentissages.
générant ainsi une stimulation de la motivation et le protège de l'ennui. Cependant, ces sujets de prédilection peuvent vite tourner à l'obsession et l'enthousiasme initial peut disparaître aussi vite qu'il est apparu. D'un point de vue émotionnel, le sujet reconnaît et exprime facilement ses émotions, ce qui permet notamment une meilleure adaptabilité aux imprévus. Cela dit, la distanciation et l'intellectualisation des émotions peuvent amener à des distorsions cognitives, notamment lorsque les contenus émotionnels sont traités avec la même objectivité qu'un contenu rationnel. Ceci a pour conséquence un raisonnement erroné, des liens inadéquats, ainsi que des perceptions partielles et distordues de la réalité. Par ailleurs, un sentiment de décalage peut causer des perturbations d'un point de vue social ou scolaire pour les enfants, notamment pour certains enfants et adolescents dont le fonctionnement psychique ne permet pas de savoir se défendre. Par ailleurs, ceux-ci sont perçus comme difficiles du fait de leur hyperactivité mentale et motrice, l'entourage ne sachant pas toujours gérer. La sous-stimulation de l'environnement familial et scolaire accentue l'agitation et installe une anxiété latente, l'enfant se sentant incompris. La relation aux autres peut être compliquée du fait d'une éventuelle timidité ou en raison de centres d'intérêt pas toujours partagés avec ses camarades. L'enfant ou l'adolescent peut être considéré à problème s'il est agité ou inattentif, et éventuellement inhiber ses capacités s'il se sent désavantagé. Sa perte de confiance le poussera alors vers l'échec, le décrochage ou la phobie scolaire. Dans le contexte scolaire, un premier raisonnement est intuitif, créatif et efficace, lorsque la discipline n'est pas trop complexe. Dans le cas contraire, il devra développer des méthodes de travail qui peuvent lui faire défaut. L'anxiété de fond pour le sujet hyper-efficient est un problème, car celui-ci est plus soumis à des réactions de stress. C'est un réel moteur d'adaptation, mais cela peut vite saturer le sujet avec un ressenti négatif. Sans compter le déficit au niveau de la sérotonine, dont le sujet souffre la plupart du temps et se manifeste par la somatisation dès le plus jeune âge ou des angoisses liées à la séparation. Par ses préoccupations précoces sur des questions existentielles, l'enfant hyper efficient intellectuellement comprend mieux l'implication sur lui et son entourage, mais n'a pas pour autant la maturité pour gérer émotionnellement l'intensité se dégageant des problèmes tels que la mort, la maladie ou les catastrophes. Certains enfants somatisent, d'autres verbalisent la peur de perdre leurs proches s'ils ne sont pas présents près d'eux. Les autres présentent des difficultés d'endormissement du fait de leur anxiété. Pour les adultes, les angoisses liées à la perte font qu'ils anticipent le pire, nouent des relations teintées d'une peur de l'abandon ou une tendance à une dépendance relationnelle, ainsi qu'une crainte potentielle de la maladie. Tout ceci pour signifier que la vie des hauts potentiels n'est pas toute rose, du fait de leurs difficultés affectives et de leur côté excessif sur certains points liés à leur hyperactivité cognitive et motrice, et pour un cinquième d'entre eux à leur hypersensibilité. Leur besoin de repli, quand il sature, est nécessaire, mais l'ennui peut être aussi leur pire ennemi. Alors, comment faire quand on pense trop? Du bon sens. Un rythme de vie stable, une vie équilibrée, de multiples activités pour combler l'anxiété et l'ennui. On peut préconiser le sport, les activités créatives, la lecture ou toute autre activité intellectuelle. Ceci permettra de canaliser l'excès de stimulation. Les moments de solitude et de repli sont également nécessaires lorsque les émotions débordent et que l'esprit sature. J'espère que le sujet de ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous vous questionnez à ce sujet ou si vous avez besoin d'un accompagnement. Nous nous retrouverons prochainement pour faire un point théorique sur l'anorexie. D'ici là, prenez bien soin de vous.